Il y a Lydie qui m'a envoyé une question pour me dire que j'entends souvent les Japonais parler des différentes périodes. On entend souvent l'ère Meiji, la période Sengoku, la période Edo, l'ère Edo, Kamakura, tout ça. C'est vrai que c'est des noms qui reviennent souvent, notamment si vous regardez des séries, des animés ou des films un petit peu historiques. Il y a des périodes comme ça, on entend souvent le nom, mais on sait pas trop à quoi ça correspond. Donc Lydie me dit, moi justement, je suis un petit peu paumée là-dedans. Je sais pas trop à quoi correspond quoi. On connaît pas forcément les dates, on n'a pas forcément de précision. Est-ce qu'on pourrait se faire un petit récap de ça? Alors effectivement, moi, perso, j'ai longtemps été complètement larguée avec l'histoire du Japon parce que au-delà d'avoir une histoire très riche, dense, avec beaucoup de choses qui se passent, et bien en plus de ça, ils ont des noms d'ères que nous on n'a pas. Ils vont avoir des personnages historiques qui changent plusieurs fois de nom pendant leur vie. Donc au début de sa vie, il s'appelle comme ça, puis il s'appelle comme ça, puis il s'appelle comme ça. Le gars, il a 4-5 noms différents dans sa vie, donc c'est un peu dur à suivre. Et on a aussi des régions qui changent de nom au fur et à mesure. Donc c'est vraiment galère de s'y retrouver. Donc là, ce que je vous propose, évidemment, je suis pas historienne non plus, je ne suis pas spécialiste dans l'histoire du Japon, mais au moins juste se faire un petit topo, un récap assez succinct, mais en même temps suffisamment complet pour avoir les grandes lignes. Et ensuite, si vous voulez creuser, bien sûr, vous pourrez aller creuser ça. Déjà, on garde cette idée, justement, de vous faire un récap un peu plus détaillé des différentes périodes de l'histoire du Japon pour potentiellement vous sortir un article sur le site coursdejaponais.com parce que je trouve que l'idée est intéressante. Mais en gros, comment ça se passe? Alors, allons-y. On rentre dans le cœur du sujet. C'est parti. Donc, effectivement, les Japonais, eux, ils vont parler plutôt en ère, donc ce qu'ils appellent Jidai en japonais. La plupart des Japonais, d'ailleurs, ne vont pas trop connaître l'équivalent pour nous de Moyen-Âge, Renaissance, ou même juste les dates à l'européenne. Eux, ils vont vraiment parler en ère, et donc au sein de chaque ère, il va y avoir l'année 1, l'année 2, l'année 3 de telle ère. Donc c'est pour ça que les Japonais, quand ils vont se dire par exemple leur date de naissance, ils vont pas forcément dire moi je suis né en 70, en 91, en 2008. Eux ils vont plutôt dire moi je suis né l'année tant de telle ère. Donc pour nous c'est un peu perturbant. Mais pour eux c'est comme ça, donc c'est vrai que c'est important quand on s'intéresse à leur culture, de au moins connaître les grandes lignes. Donc je vais pas vous faire le détail absolu de toutes les ères, parce que vraiment, je pense que sinon, on pourrait parler 3 heures que de ça. En gros, on a bien sûr tout ce qui est paléolithique, etc. Je pense pas que ce soit ça qui nous intéresse le plus. Donc le paléolithique, l'ère Jōmon, donc là, on est vraiment à moins 13 000 à moins 400 avant notre ère à nous, donc avant Jésus-Christ, on va dire. Donc ça, je pense que c'est pas forcément ce qui vous intéresse le plus. Ensuite, à partir de moins 400 jusqu'à 250 après Jésus-Christ, on a l'ère Yayoi. On a ensuite l'ère Kofun et l'ère Asuka. Donc tout ça, ça nous emmène jusqu'à 710. Les périodes Kofun et Asuka, elles sont souvent réunies sous le même nom, qui est la période Yamato. Donc la période Yamato, vous allez parfois entendre ce nom-là, ça représente entre 250 à 710 après Jésus-Christ, de notre ère à nous, mais je vais dire après Jésus-Christ parce qu'on utilise déjà le mot ère pour parler des périodes japonaises. Bon, jusque-là en général, à part si vous êtes vraiment passionné d'histoire, on va dire ancienne, c'est pas forcément les périodes qui nous intéressent le plus. Par contre, à partir de 710, là je trouve que ça devient intéressant pour nous en tout cas, quand on veut ne serait-ce qu'aller visiter des temples au Japon ou quoi, parce que 710, ça marque le début de l'ère de Nara. Nara, ça vous parle probablement, puisque c'est l'une des villes japonaises, en général, qu'on va visiter lors d'un voyage au Japon. L'ère Nara, qui s'étend donc de 710 à 784, c'est l'ère durant laquelle la capitale du pays est établie à Nara. Et ça peut paraître un petit peu perturbant, mais en fait, au Japon, on a beaucoup déplacé la capitale. La capitale n'a pas toujours été à Tokyo. Avant, elle était dans différents endroits, dont notamment Nara. Donc de 710 à 784, on appelle ça l'ère Nara, puisque la capitale est à Nara. Donc c'est pour ça qu'on a un beau développement de cette ville à ce moment-là. Sauf que, juste après l'ère de Nara, on a un changement de capitale qui est déplacé dans une ville qui s'appelle à l'époque Heian, qui a changé de nom, puisque aujourd'hui on la connaît plutôt sous le nom de Kyoto. Et
on a déplacé justement la capitale de Nara à Kyoto. J'en ai déjà parlé, j'ai fait une vidéo YouTube à ce sujet, justement, dans l'origine de Kyoto, comment Kyoto a été construite. Si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir cette autre vidéo. C'est même un Bunka Point dans la formation Objectif Japon, pour comprendre justement pourquoi on a abandonné la capitale à Nara et pourquoi elle s'est retrouvée à Kyoto. Donc en tout cas, de 794 à 1185, c'est ce qu'on appelle l'époque Heian, l'ère Heian. Donc Heian égale Kyoto, hein, c'était son ancien nom. Extrêmement connu, bien sûr, parce que la capitale était à Kyoto, et surtout, ça représente ce qu'on peut appeler peut-être l'âge d'or de la culture, de l'art japonais, notamment tout ce qui va être littérature, poésie, peinture. C'est là où on va avoir des œuvres fabuleuses qui émergent, comme le dit du Genji. Vraiment, il faut imaginer l'ère Heian comme étant l'ère où la noblesse n'a que ça à faire de sa vie, que de créer de l'art, de la littérature, de la poésie, etc. Donc, on est vraiment dans cette époque, si vous voyez un petit peu le dit du Genji, voilà, on est là-dedans, on est complètement là-dedans. Alors c'est vrai que c'est un bel âge d'or pour des choses qu'on retrouve encore de nos jours, ou en tout cas ça a lancé les prémices de beaucoup de choses. Sauf que 1185, l'ère Heian s'arrête. Pourquoi? On passe à l'ère de Kamakura. À ce moment-là, on a une élite guerrière qui commence à pas mal s'imposer dans le paysage japonais. Cette élite guerrière, elle va carrément prendre du grade, elle va s'élever au rang de catégorie un petit peu dominante. Donc le shogun, hein, vraiment le chef justement de cette élite guerrière, prend le contrôle de plusieurs domaines au sein du Japon. On a donc d'un côté cette élite guerrière, et on a de l'autre côté la noblesse. Et là, on commence à avoir une séparation un petit peu entre les deux. On a l'empereur, la noblesse, toute cette bourgeoisie qui va rester à Kyoto, qui vont garder plutôt un rôle politique, administratif et culturel. Et on a le shogun, tout ce qui est guerrier, etc., qui vont partir s'installer ailleurs, et notamment à Kamakura, puisque c'est l'ère de Kamakura. Les chefs des principaux clans guerriers du Japon vont s'installer à Kamakura. Et eux vont plutôt avoir la direction du pays pour tout le reste, en fait. Donc c'est pour ça que Kyoto a été capitale du pays pendant 1000 ans. On le sait pas forcément, mais c'est énorme. Donc capitale dans le sens où c'est là où l'empereur habitait. Mais on a une scission avec de l'autre côté tout ce qui va être shogun et plutôt les guerriers. Donc on a l'ère de Kamakura qui arrive. C'est là d'ailleurs où le Daibutsu de Kamakura va, j'allais dire, naître. Vous me comprenez, va être créé. Ensuite, après ça, j'enchaîne rapidement, mais on a l'ère de Muromachi. Donc là, on a beaucoup de conflits. On a la guerre de Onin qui va être très très destructrice. On a la période Sengoku aussi. Donc là, c'est toutes les provinces qui se mettent en guerre, qui se tabassent un peu les uns sur les autres. Voilà. On a l'ère Azuchi Momoyama. Donc là, on arrive en 1603 avec notamment la bataille de Sekigahara. Je pense que c'est un nom que vous avez déjà entendu. Ça, c'est en 1600. Et donc, après ces différents siècles, ces 3 siècles quand même de conflits, on a l'unification du pays, quasiment comme ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc l'unification du pays arrive justement entre 1600 et 1603, après la bataille de Sekigahara. Donc à partir de 1603, là, on arrive sur un Japon qui est beaucoup plus unifié, qui ressemble un petit peu à ce qu'on connaît aujourd'hui, et arrive la fameuse, vous la connaissez, la période Edo. Edo Jidai. Edo Jidai, je pense que c'est l'une des périodes les plus connues. Pourquoi? Eh bien parce que justement, après quasiment 1000 ans de capitale à Kyoto, la capitale bouge et arrive à Edo. Donc Edo, c'est ce qui est devenu aujourd'hui Tokyo. À l'époque, elle s'appelait Edo. Edo, on change donc de capitale, l'empereur bouge, ça a été un drame pour les habitants de Kyoto qui se sont sentis un petit peu trahis, et d'ailleurs on ressent encore un petit peu ça aujourd'hui, alors qu'on est quand même quelques siècles plus tard. Mais c'est vrai que pour Kyoto, pour les Kyotoïtes, la capitale ça reste Kyoto, quoi. Donc ça c'est assez marrant de voir un petit peu ce qui ressurgit aujourd'hui encore. Donc après l'ère Edo, qui est donc de 1603 jusqu'à 1868, arrive quelque chose de très important dans l'histoire du Japon, c'est la fin de l'isolement volontaire du Japon. Jusqu'en 1868, les frontières étaient
fermé ou en tout cas très très bien gardé. On faisait pas beaucoup rentrer d'étrangers au Japon. Il y avait très peu d'échanges avec l'Occident, même s'il y avait les Hollandais, les Portugais, il y avait quand même des échanges, hein, mais loin de ce qu'on a aujourd'hui. Et donc à partir de 1868, on change d'air, on arrive dans l'ère Meiji, et c'est aussi l'une des ères, je pense, les plus connues, puisque c'est l'ouverture des frontières du Japon, la modernisation du pays, le basculement, on passe d'un système féodal vers un système qui est beaucoup plus industriel à l'occidental. Ça marque aussi l'effondrement du shogun, donc le chef militaire, et la restitution des pouvoirs à l'empereur. Donc c'est vraiment une période qui chamboule beaucoup de choses. Elle s'arrête en 1912, et à partir de 1912, on est déjà dans une histoire beaucoup plus moderne. Donc bien sûr, on va avoir la période avant-guerre, de 1912 à 1926, là on est sur l'ère Taisho, sa période d'avant-guerre, déplacement du pouvoir politique de l'empereur vers la diète donc, du Japon, le Parlement. On se rapproche beaucoup plus d'une démocratie en fait, tout simplement. Puis, ce qu'on entend déjà un petit peu plus maintenant de nos jours, parce qu'il y a des gens qui sont nés dans ces ères-là, on va avoir l'ère Showa. Donc Showa, c'est de 1926 à 1989. On a bien sûr la Seconde Guerre mondiale qui passe par là. Donc je vous rappelle que au début de la Seconde Guerre mondiale, le Japon, on était vraiment sur une politique, un nationalisme vraiment très militariste avec l'armée impériale, etc. Le Japon était dans une politique expansionniste, à aller conquérir des territoires en Asie, tout ça. Seconde Guerre mondiale. Bon, on sait comment ça s'est terminé. Et c'est là où il y a eu vraiment une grosse bascule dans l'histoire du Japon. Déjà, ça peut paraître anecdotique, mais le Japon change de nom. On passe de grand empire, enfin l'empire plutôt, l'empire du Grand Japon à l'État du Japon. Donc on n'est plus sur un empire, mais on est juste sur un État. Donc plus un pays en tant que tel. Suite à la guerre, donc évidemment gros coup dur après la guerre, puisque le Japon a perdu la guerre. Mais s'ensuit ce qu'on a connu dans les années 60, 70, 80, l'industrialisation très rapide du pays, miracle économique, on peut appeler ça comme ça, puisque vraiment les entreprises japonaises faisaient des scores de fou, on peut le dire. On a les JO de Tokyo en 1964 aussi, qui marquent un gros moment pour l'histoire du Japon. Urbanisation extrêmement accélérée du pays, on a des tours qui commencent à popper de partout et surtout on a la bulle spéculative des années 80. À partir de là, on rentre vraiment sur une histoire beaucoup plus proche de nous, donc je pense que c'est un peu moins marquant peut-être, mais en tout cas, les ères qui ont suivi, en fait on n'en a que deux. On a l'ère Heisei, donc de 1989 à 2019, puis on a eu l'abdication de l'empereur et depuis 2019, nous sommes dans l'ère Reiwa. Voilà. Donc, je vous ai fait vraiment un résumé hyper rapide. On pourrait bien sûr creuser chacune des ères pendant des heures. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, les grands temps forts. Si vous êtes largué comme moi, je l'ai longtemps été, l'ère Heian, c'est quand même intéressant de savoir que Kyoto a été la capitale du pays pendant un bout de temps. Donc, l'ère Heian, c'est vraiment la noblesse de Kyoto, qui vit sa meilleure vie et qui crée des œuvres d'art absolument sublimes et qui ont donné naissance à beaucoup de choses de ce qu'on connaît par la suite dans l'art japonais. L'ère Edo, je skippe quelques siècles, mais c'est juste les grands noms à retenir. L'ère Edo, donc la capitale, arrive à Tokyo. L'ère Meiji, l'ouverture du Japon sur le monde, ouverture des frontières. On va avoir vraiment l'Occident, le modèle occidental qui rentre dans le Japon. Et puis ensuite, on a toute la période avec la Seconde Guerre mondiale. Et après ça, du coup, on arrive sur des périodes plus modernes. Voilà, histoire du Japon, résumée en je ne sais pas combien de temps, 5 minutes. Mais oui, et du coup, c'est ça. Les noms des villes ont changé aussi. Et après, si vous vous intéressez à chaque personnage historique, vous verrez qu'ils ont changé plusieurs fois de nom. Les provinces aussi ont changé de nom. Voilà, c'est un petit peu dur à suivre, mais au moins, là, vous aurez les grandes lignes. J'espère que ça pourra déjà vous aider à y voir un petit peu plus clair. Ce que je vous invite à faire aussi, quand vous consommez du contenu, que ce soit des animés, des séries, des films historiques ou autres, essayez de vous dire, tiens, là, je vois qu'ils sont... C'est pas dans le présent, en fait, ça se passe pas là, maintenant, au 21e siècle. Du coup, tiens, ça correspond à quelle ère ? C'est quelle ère japonaise, ça ? Vous pourrez aller voir, tiens, par exemple, je vous donne un petit défi, Demon Slayer.
Kimetsu no Yaiba. Vous me direz, ça se passe dans quelle ère? Voilà. Moi, j'aime bien faire ça, ce genre de raccord où je me dis, ah oui, ok, ça correspond à telle ère. Et comme ça, je me projette un petit peu plus dans l'univers en question.